C'était aussi compliqué parce que je me disais oui, c'est peut-être ça, le prix à payer, c'est d'être toute seule. Tu es heureuse, enfin en tout cas tu arrives à trouver des choses positives. Et peut-être que je suis pas faite pour rencontrer quelqu'un, que j'ai un tempérament trop indépendant, que je conviens pas en fait, que je peux pas convenir à une vie de couple normale et équilibrée. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Hello Marie, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Coucou, écoute, ça va bien. Je suis ravie d'être là, donc tout va bien. Génial Marie, aujourd'hui tu vas me raconter l'histoire d'un garçon qui avait eu un coup de cœur pour toi il y a quelques années, auquel tu n'avais pas donné suite, car tu n'étais pas disponible à l'époque. Avant de rentrer dans le détail de cette histoire, Marie, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter avec tes 5 hashtags, s'il te plaît ? Oui, c'est pas l'exercice le plus facile, surtout pour mon tempérament. Donc, j'ai trouvé quelques hashtags. Donc, le premier, c'est je ne m'en peux plus, parce que je suis le genre de fille qui oublie ses clés tout le temps, qui oublie sa voiture partout, enfin, qui oublie beaucoup de choses en fait. Donc, je me soigne avec l'âge, ça s'améliore quand même un petit peu. Mais effectivement, il m'arrive toujours des histoires extraordinaires. Donc, enfin, extraordinaires, non, mais des histoires... Est-ce que tu t'enfermes souvent dehors ? Oui. Voilà. En pyjama, c'est encore mieux. Ok, très bien. Donc, oui, non, voilà, c'est vraiment... Ensuite, j'ai... alors, c'est amusant parce que j'ai écouté un podcast, un de tes enregistrements la dernière fois, une de tes personnes parlait dans le hashtag de cancer, ascendant cancer. Donc j'ai dit mince, il m'a pris mon hashtag, mais c'était voilà aussi ça sur le côté très 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 sensible du cancer, mais en plus ascendant cancer. Donc c'était voilà, ça double sensible. Bien. Ouais, c'est ça. Double effet qui se coule. Trop peut-être. Et le hashtag sac à dos, parce que je pense qu'on m'a toujours vu avec mes valises. Mes sacs, surtout mes sacs à dos que je mets sur moi. J'ai toujours voyagé avec des sacs pas très confortables d'ailleurs, comme si il fallait que je prenne ce poids sur moi. Et quand rien ne va, je prends mon sac à dos, je m'en vais. Donc ça me concilie. Enfin voilà, ça te définit bien. Ça, merci. Donc voilà. Et ensuite, il y avait aussi, ça c'est My Heart Belongs to Daddy, parce que j'ai perdu mon papa il y a 5 ans et que ça a été une grosse étape pour moi, un gros changement. Depuis, effectivement, j'ai l'impression d'avoir encore plus évolué. Ça a été un tournant qui est positif pour moi, hein, enfin dans mon évolution, mais voilà, ça a été vraiment une charnière, voilà. Marie, est-ce qu'on peut remonter du coup au tout début de cette histoire que tu vas nous raconter, de ce crush ? Quelle est la première fois que tu rencontres ce garçon qui s'appelle Bertrand. La première fois que tu rencontres Bertrand, s'il te plaît. Il y a vraiment une temporalité dans notre histoire. Effectivement, la première fois que je le rencontre, c'est 2018, la première fois, donc 6 ans. Et donc la première fois que je le rencontre, moi je suis maman d'un petit garçon de 6 mois. Dans mon couple, ça commence déjà à pas aller très très bien, mais bon, voilà, je suis dans la vie, je m'occupe de mon petit garçon, on a des projets, donc voilà, donc je travaille dans un cabinet familial, donc avec mon frère et mon père à cette époque, et je me suis retrouvée à l'accueil en fait un matin. C'est un cabinet de quoi ? De gestion de patrimoine. Tu te retrouves à l'accueil un matin ? Voilà, ce qui est normalement la secrétaire, mais là qui était pas là. Donc je me retrouve à l'accueil et je vois 2 garçons rentrer dans mon cabinet avec un petit garçon. Et en fait, l'un de ces 2 garçons venait pour faire un contrat. Donc je les installe. Et effectivement, je vois ce
C'est deux garçons que je ne connaissais pas du tout et on parle donc pendant 1 heure, surtout avec celui qui faisait le contrat et l'autre je le vois un petit peu distant, un peu timide, mais bon, comme c'était pas lui qui venait pour ce contrat, j'ai pas fait de cas. Le petit garçon, c'était le fils duquel ? C'était le fils de la personne qui était un peu à l'écart en fait, un peu timide et donc ils restaient tous les deux. Et j'ai pas eu d'interaction vraiment avec eux. Et 2-3 jours plus tard, je reçois un message sur Facebook, un très 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 long message qui au début, comme j'ai pas du tout confiance en moi, je suis pas quelqu'un de très, ça m'a un petit peu troublée. Et ce message en fait disait qu'il avait eu un coup de foudre pour moi. Et donc j'ai compris que c'était ce garçon-là qui était venu avec son ami. Celui qui restait un peu à l'écart, c'est ça ? Exactement, avec son et qui était avec le petit garçon. Exactement. Et c'était un message très beau, avec beaucoup de respect, et qui n'attendait pas grand-chose en fait. C'était vraiment, il posait ces sentiments-là, il avait cette urgence, ce besoin de le dire, mais il n'y avait pas de demande particulière. C'était vraiment pour poser ça quelque part. Et voilà. Et en fait, moi, effectivement, quand j'ai vu ce message, donc ça m'a troublée. Pourquoi ça t'a troublée ? Parce que je pensais pas mériter ce genre de message, déjà, qui était très beau et qui faisait des compliments sur moi, sur ma manière d'être. Donc, je me reconnaissais pas vraiment dans ça. Et puis, j'avais pas l'habitude, qu'on m'envoie des messages comme ça. Et puis, j'ai voulu donc en parler à mon conjoint, juste pour lui dire que j'avais reçu ce message, mais pour être transparente, mais il y avait pas... Et donc, il a pas bien pris du tout, en me disant que j'avais dû forcément faire quelque chose pour recevoir ce genre de message. Et surtout, en fait, il a pris mon téléphone et il a supprimé donc ce message-là et a bloqué ce contact, en fait. Donc, ce qui fait que moi, je m'en suis pas aperçue parce que de toute façon, je ne voulais pas répondre, j'étais pas dans ce... Et maintenant, je me dis que si j'ai pas répondu en disant non, je suis pas disponible, ou c'est peut-être que je me laissais aussi peut-être une porte ouverte, inconsciemment, mais effectivement à ce moment-là j'avais pas répondu. Marie, j'ai une question. Est-ce que tu avais déjà reçu ce genre de déclaration ? Est-ce qu'on t'avait déjà fait une telle déclaration ? Alors j'en ai reçu, ça c'est une histoire un peu bizarre. J'ai reçu ça quand j'avais 9 ans. Un garçon qui m'avait envoyé une lettre après un camp qu'on avait passé ensemble, c'était un camp mixte, et il m'avait envoyé un message comme ça en me disant qu'il était fou d'amour pour moi, et ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait, il m'a envoyé des lettres pendant toutes les vacances d'été, toutes les semaines, et je me souviens que ça devenait une crise pour moi quand je recevais ces lettres. J'en étais malade en fait, de voir ce garçon qui m'écrivait, qui m'aimait, et en fait je ne le comprenais pas, et j'ai encore ce souvenir là d'être complètement tétanisée par rapport à ces lettres parce que je ne savais pas quoi faire. Tu faisais une crise dans quel sens ? Je me souviens recevoir la lettre, la donner à mes parents en disant je peux pas, je veux pas recevoir mais j'ai encore ce souvenir là assez marqué. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce message-là, je me suis souvenue de cette histoire-là. Après, elle est complètement différente, mais je sais pas, je dois avoir un problème avec ça, avec de quelqu'un qui puisse déclarer quelque chose pour moi. Je sais pas. T'étais surprise en fait que tu puisses oui, susciter ce genre de réaction et ce genre d'émotion. Ouais. Donc voilà, mais rien de comparable, mais après j'en ai pas reçu tant que ça, non. Donc là, tu reçois ce message, tu ne comptais pas y répondre, tu en parles à ton conjoint, par excès de jalousie, je pense, décide d'effacer le message et de bloquer le contact. Quelle va être la suite de l'histoire ? La suite de l'histoire, c'est que avec mon conjoint, la relation s'est vraiment, vraiment dégradée jusqu'à 2 ans et demi plus tard où j'ai dû partir. J'ai pris mes sacs à dos et je suis partie avec mon petit garçon. Voilà, j'ai pris un appartement et ça c'était en 2021, donc tu vois, 2 ans et demi, c'est ça, 2 ans et demi plus tard. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu le quittes ? Pourquoi tu pars ? C'est très compliqué, mais je pense que je suis partie parce que je sentais que j'étais plus en
en sécurité, que ce soit affective ou même sécurité émotionnelle. Enfin, voilà, ça devenait très très compliqué. Et même pour mon petit garçon, je voulais pas qu'il voit ce genre de relation en fait. Où les parents s'entendent plus. Donc je suis partie pour Alix, c'est ma petite sœur qui m'a fait partir, qui m'a dit que maintenant c'était plus possible. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que je viens d'une famille, on est 6 enfants, mes parents étaient un couple parfait, hyper unis, qui nous ont élevés, un peu une famille pas parfaite parce qu'il n'y a pas de famille parfaite, mais voilà. Et donc moi j'ai toujours eu cette volonté de construire cette famille, de construire ce modèle-là. Certains de mes frères et sœurs, ils sont arrivés, mais moi, je n'y arrivais pas. Et donc, c'était un deuxième échec, en fait. Donc, de devoir partir, c'était ce deuxième échec-là qu'il fallait que j'accepte. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. À accepter qu'il fallait que j'offre un autre modèle à mon fils, que ça allait pas être le modèle d'une famille unie, mais que voilà. Et en fait, je me suis aussi retrouvée dans cette relation unique avec mon fils où du coup je passais beaucoup plus de temps rien qu'avec lui, où j'étais pas accaparée en fait par le ménage, par justement une vie où justement la maman s'occupe du matériel et les loisirs sont plus en famille, et moi j'avais pas l'impression justement de profiter de mon petit garçon. Et le fait de vivre avec lui une semaine sur 2, j'arrivais justement à gérer ces temps-là avec Alix, et ça m'a fait aussi beaucoup de bien parce que j'avais peut-être pas confiance en moi sur la manière dont élevait mon fils, et ça m'a vraiment donné confiance. Je me suis rendu compte qu'en fait toute seule j'y arrivais. Tu y arrivais même mieux, en tout cas t'étais mieux dans tes baskets, non? Ouais, c'est ça. T'es pas la première personne que j'entends raconter ce type de témoignage sur la séparation, où en fait une espèce de libération et de prise de confiance en soi au moment où on se retrouve seul avec un ou les enfants. Ça fait toujours peur de s'imaginer, au moment où on imagine une séparation, de s'imaginer gérer tout seul les enfants. Et en fait, parfois, c'est complètement salvateur. Tu as créé une nouvelle relation avec ton fils, en fait. Ouais, c'est une relation en alternance, mais plus riche, en fait. C'était un point positif. Alors après, j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir des frères. On habite tous pas très loin les uns des autres, donc Alix voit ses cousins. J'arrive à recréer aussi une famille un peu différente, mais voilà, un modèle qui me convient bien et qui a l'air de convenir à mon fils aussi. Donc ça, c'est bien, et ça a été vraiment pour moi très libérateur et constructif aussi, même dans ma manière de prendre un peu plus confiance en moi. Cette année en plus, cette année et demie, voire même 2 ans, moi j'avais jamais été toute seule. Je suis ce genre de personne qui, depuis mes 20 ans, j'ai toujours eu des relations. Passer 1 an et demi, 2 ans toute seule, se réapproprier un appartement, vivre... Enfin voilà, pour moi, ça a été très, très bénéfique. Mais c'était aussi compliqué parce que je me disais, oui, c'est peut-être ça, le prix à payer, c'est d'être toute seule. Tu es heureuse, enfin en tout cas, tu arrives à trouver des choses positives. J'avais plein d'amis et c'est vrai que dans mes relations précédentes, je me coupais un peu de mes amis parce que comme si j'avais pas le temps non plus de tout faire, et là de retrouver ces amitiés, c'était aussi génial. Donc je me disais le prix à payer, c'est peut-être aussi d'être toute seule, et peut-être que je suis pas faite pour rencontrer quelqu'un, que j'ai un tempérament trop indépendant, que je conviens pas, en fait, que je peux pas convenir à une vie de couple normale et équilibrée. Aussi, voilà, j'avais 40 ans à l'époque, je me dis ça y est, de toute façon ta vie elle est faite, occupe-toi de ton fils. Donc j'étais vraiment dans un mood pas tu vas rester seule, mais presque. Donc c'était pas très facile non plus à l'accepter. D'un autre côté, parce que je me disais ça va être long quand même. J'avais ces 2 sentiments-là. Et en même temps, voilà, j'ai pas eu de relation, j'ai pas rencontré d'autres personnes après donc avoir quitté le papa d'Alix, et ça me manquait pas forcément, mais j'avais quand même besoin de me prouver que je pouvais quand même plaire un peu à nouveau aussi. Enfin voilà, ça je savais pas trop. Enfin c'était compliqué pour moi d'imaginer que je pouvais plaire à nouveau. Voilà. Un soir, je raconte... j'étais avec une amie au téléphone, et puis on parle... Elle voulait que je m'inscrive sur les sites de rencontres et tout. Je dis, écoute, moi, vraiment...
C'est compliqué parce que ça rentre pas dans mon côté un peu romantique. Enfin, voilà, je pense que c'est pas pour moi. Et donc, elle me parlait de Facebook où tu recevais aussi des messages des gens qui te sollicitaient via ton profil. Je dis, ah bon. Et donc, effectivement, je regarde dans mon Facebook. Et là, je tombe sur un ancien message que j'avais lu 6-7 mois auparavant. Et je dis, il faut que je te raconte cette histoire. Donc, c'était un message, en fait, que j'avais reçu dans mes spams 1 an après. Alors, pardon, c'est sur la temporalité, mais 1 an après le premier message que Bertrand donc m'avait envoyé. Et en fait, il m'avait renvoyé un message 1 an après en me disant qu'il m'avait recroisé dans la rue et que l'émotion était toujours là et qu'il avait eu besoin aussi de me le dire, de me l'exprimer, même si effectivement il convenait que le plus courageux, ça serait de passer la porte de mon bureau, mais ça, voilà, il n'arrivait pas à le faire. Et en fait, j'avais lu ce message l'été 2023, mais rapidement parce que je l'avais retrouvé dans mes spams et il m'avait fait sourire ce message et j'avais dit voilà, ça quand même c'est romantique, ça c'est un beau message, c'est quelque chose qui marque et effectivement quelquefois j'allais le relire ce message, il me faisait du bien à ma confiance en moi, voilà, enfin c'était c'est carrément romantique, un premier message déclaration d'amour qui sort de nulle part d'un mec qui t'avait pas osé te parler, en fait, la première fois qu'il t'avait vu, et un deuxième message, donc 1 an plus tard, pour te dire qu'il t'avait recroisé dans la rue et qu'il avait ressenti la même chose, c'est carrément romantique, moi je dis. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Quand je l'avais lu, le message, quand je l'avais lu, je pense que j'étais pas prête. Enfin, au moment où je l'ai lu, j'étais pas prête, j'étais pas encore dans ce truc-là. Mais effectivement, quand j'en ai parlé à mon amie à ce moment-là, elle me dit mais pourquoi tu lui écris pas ? Et je dis oui, effectivement, je pourrais en tout cas remercier pour ces mots qui étaient quand même différents. Et elle me dit oui, de toute façon t'as vraiment rien à perdre. Je dis effectivement. Donc juste après avoir accroché, je me souviens avoir envoyé un message assez simple en lui disant que voilà, j'arrivais peut-être un peu tard 5 ans après, mais que je voulais le remercier pour ces mots qui m'avaient touchée. Je pensais que c'était important de lui signifier que ces mots m'avaient effectivement marqué. Donc c'était 5 ans après. 5 ans après le premier message. 5 ans après le premier message. Ouais, exactement. Et tu lui réponds. Voilà, je réponds à ce message-là. 1h30 après, je reçois un très long message. Pareil, très, très, très bien écrit, vraiment bien écrit, et qui termine en disant que il est content de savoir qu'il avait pu me toucher et que c'était qu'un simple retour vu que je l'avais beaucoup touché quand il m'avait vu la première fois et les fois suivantes en se croisant dans la rue. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on a continué à s'écrire pendant 1 semaine non-stop. Enfin, t'imagines des échanges jusqu'à 3h du matin. Et effectivement, tout de suite, quand on a amorcé donc cette conversation, il y a eu une simplicité dans l'échange et surtout une confiance et une sérénité. On a tout de suite parlé de choses. On savait que c'était pas quelque chose d'anodin. On savait qu'il y allait avoir vraiment une histoire et on était vraiment dans le même état d'esprit. Et surtout avec une sérénité que moi j'avais jamais connue auparavant. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il t'ait déclaré sa flamme, en fait, même s'il l'a fait par écrit, s'il l'a pas fait de visu et tout, toi t'es dans une dynamique effectivement très. T'as de quoi être rassurée, en fait. Parce que tu sais que lui, il ressent quelque chose de spécial pour toi. Et donc, ça te laisse le champ pour dire vraiment qui tu es quand tu échanges avec lui. J'imagine, t'es en confiance. Exactement, ouais. Et puis, c'est surtout que, je l'ai réalisé un peu plus tard, mais dans mes relations, c'est toujours moi qui faisais le premier pas, qui allait vers l'autre. Et là, justement, comme tu disais, que ça soit l'autre qui vienne à moi, effectivement, ça me donnait... une confiance en moi et quelque chose de voilà, c'était vraiment nouveau pour moi et c'était assez ça me permettait aussi cette sérénité là. Et donc 1 semaine d'échange par message et là vous vous dites tout, vous dites genre tout. Ah oui, tout sur la table.
all-in. Tout sur la table et en fait, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes histoires. C'est-à-dire que pareil, lui, il a 2 histoires qui ont été compliquées, que lui aussi, il a un petit garçon, alors qui est un peu plus âgé. Le mien a 6 ans, le sien a 12 ans. Mais que pareil, il vit une jolie relation avec lui. Et en fait, on se rend compte parce que il est de la même ville que moi, mais il est parti vivre dans une autre ville. La ville dans laquelle on vit, où on vivait jeune, c'est pas une ville très très grande. Il y a 38 000 habitants intramuros. On connaît quand même les gens, mais nous, on s'est toujours croisés. On a fait les mêmes études, on a eu les mêmes professeurs, mais on s'est toujours croisés. On était dans les mêmes bars, dans les mêmes concerts. On a les mêmes goûts musicaux, etc. Mais voilà, comme si la vie avait bien fait les choses. On s'est croisés. Effectivement, peut-être que si on s'était rencontrés avant, ça n'aurait pas marché. Mais c'était amusant, effectivement, cette découverte de l'autre en se disant, mais voilà. Et en termes de sensibilité, on a exactement cette même sensibilité. Donc, c'était vraiment une jolie découverte, ouais. Tu te dis quoi, toi, à ce moment-là, quand tu échanges ces messages avec lui? Tu te dis... Parce que ça dure une semaine, quand même. Alors, vous n'êtes pas dans la même ville, c'est ça? On n'est pas dans la même ville. Je savoure vraiment ces moments-là. Et c'est vrai que le jeudi, quand il me dit qu'il descend donc à Périgueux pour récupérer son petit garçon, il me dit qu'on pourrait en profiter pour se rencontrer. Voilà, ma première réaction, ça a été une hésitation, mais il l'a dit de manière très simple et sans... Voilà, il n'y avait aucune obligation, donc c'était encore... très délicat de sa part. Et bon, au final, j'avais aussi très envie de le voir. Parce que... Qu'est-ce qui te faisait peur? Que ça se concrétise vraiment, en fait. Que, voilà, il y ait vraiment... C'était très agréable, en fait. C'était... ces échanges étaient un peu hors du temps et de loin de nos réalités. Donc, c'est vrai que c'était agréable, mais je savais bien que j'avais aussi très, très envie de le rencontrer. Vous parliez pas par téléphone du tout pendant cette semaine? Alors, le vendredi matin, donc on avait convenu de se voir le samedi. Le vendredi matin, je lui envoyais un message avec un vocal, comme on dit, avec ma voix pour qu'elle entende ma voix. Parce que j'avais aussi envie d'entendre la scène. Je la connaissais pas parce qu'il avait pas du tout... Moi, il avait connu... il connaissait ma voix, moi, je la connaissais pas. Physiquement, je voyais une silhouette, mais j'avais pas de traits spécifiques. Alors, il y avait une photo sur son Facebook, mais voilà, je savais pas trop. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, hier, il y a un article dans Le Monde qui est sorti d'une journaliste qui s'appelle Christine Détrez, qui est sociologue, et qui s'intéresse au mot crush et qui est allée interroger des jeunes, donc c'est entre 15 et 25 ans, je crois, et pour comprendre ce que c'est un crush en fait. Et dans ce qu'elle dit dans cet article, j'ai pas lu le bouquin encore, mais dans ce qu'elle dit dans cet article, c'est que le crush, c'est dans plein de cas, souvent, c'est une espèce de fantasme, c'est-à-dire que tu crushes sur quelqu'un et tu vas fantasmer sur lui sans jamais le connaître, sans vraiment lui parler, en le croisant une fois dans les couloirs, et tu vas fantasmer autour de ça. Et en fait, pour moi, ça fait tellement référence à cette cristallisation, tu sais, qu'on a dans les romans de Stendhal, et c'est dans Le Rouge et le Noir que, en fait, il y a cette cristallisation en fait où tu fantasmes et tu imagines un tas de choses sur l'autre, et ça, c'est hyper séduisant. Et ça, c'est un moment qui a son identité propre et qui est vraiment hyper important. Pour moi, dans mes histoires d'amour, ça a toujours été des moments hyper cruciaux. Et là, ce que tu décris de cette semaine d'échange par message où vous n'êtes pas échangé de vidéos, vous n'êtes pas appelé et tout, t'as dû imaginer 1000 choses en fait. T'as dû fantasmer, projeter 1000 choses, non? Pas forcément en fait. Et pourtant les crushs, j'en ai eu et je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais là, bizarrement, je me projetais pas sur quelque chose en particulier où j'imaginais pas. Je vivais vraiment déjà cet instant pour moi qui était complètement nouveau, et je me disais mais c'est incroyable de ressentir ça à mon âge, une légèreté et quelque chose de très simple en fait, de pas du tout et justement je faisais pas vraiment de projection, je faisais pas j'appréciais vraiment juste les choses. Au final, c'était quelque chose
qui était différent pour moi parce que moi je me suis toujours projetée sur et je pense que j'avais toujours à chaque fois j'avais faux donc au final mais là du coup non j'avais pas c'était vraiment j'avançais sereinement dans cette histoire et sans trop me faire d'idées et en fait ce que je recevais comme message confortait juste ce ressenti-là en me disant bah oui effectivement ça match quoi ça il y a un truc qui voilà. Donc on avait dit qu'on se verrait le samedi matin et qu'on partirait parce qu'on a la chance de vivre dans une super belle région qui est le Périgord. Et moi depuis que je suis revenue en Périgord, de partir dans la campagne, dans notre belle campagne, surtout vers le Périgord noir, c'est ce que j'adore faire le week-end. Et donc je lui avais proposé que pour notre rencontre, au lieu de se retrouver autour d'un café, qu'on prenne la voiture et qu'on aille, que je lui fasse découvrir mes endroits, puisque effectivement on avait les mêmes endroits préférés en Périgord, qu'on aille faire ensemble une promenade vers là-bas. Et en fait j'ai craqué, il rentrait le vendredi soir, moi le vendredi soir j'étais avec des amis où j'avais dit ok un petit apéro mais pas plus parce que il faut que je sois en forme pour demain matin, il faut que j'ai un glow pour Bertrand donc sauf que forcément à 11h du soir j'ai appelé Bertrand en sortant du bar en disant mais voyons-nous maintenant. Ah c'est vrai? Je peux pas attendre. Ouais. Je pense que le petit verre ou même le deuxième verre que j'ai bu m'ont aidé. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance de sa part. Et donc, vers minuit, on s'est retrouvés à l'appartement. Donc, et en fait, je suis allée le chercher à la porte et je l'ai vu arriver. Et tout de suite, on s'est pris dans les bras. Et après, on a parlé pendant toute la nuit. Moi, j'étais contente de le voir physiquement, et ça confortait en fait toutes mes impressions. Mais comme si c'était très facile, et après, en fait, on s'est plus quittés et tout s'est enchaîné très vite. Vous êtes embrassés ce soir-là? Ouais, on s'est embrassés. Vous avez passé la nuit ensemble? Oui, on a passé la nuit ensemble à parler. Effectivement, il est resté dormir, mais c'était vraiment très simple et c'était juste être ensemble en fait et profiter du moment d'être ensemble. Mais voilà, on s'est embrassés. Ouais. Et tu dis après, tout est allé très vite. Ouais, tout est allé très très vite. J'ai rencontré son garçon 3 jours après. En fait, il m'a croisée dans la rue avec son fils. Et son fils a tout de suite compris à nos regards, alors qu'on a juste, qu'il y avait quelque chose, parce il a dit à son père, je te vois heureux, c'est bizarre, il y a quelque chose et cette fille n'y est pas pour rien. Donc Bertrand lui a expliqué. Et donc j'ai rencontré son fils et ça s'est très bien passé. Et donc forcément, même moi, si au début j'avais éprouvé un peu de résistance à justement impliquer nos enfants dès le début. En fait, c'était tellement naturel que j'ai accepté qu'on se rencontre tous les 4. Et quand on s'est rencontrés tous les 4, pareil, on a décidé d'aller visiter un château en Périgord noir tous les 4. Et les garçons se sont rencontrés. En fait, ils ont 6 ans d'écart, mais on est un jour d'écart. Et ils se sont rencontrés et ça a été un crush aussi. Enfin, c'est peut-être pas un crush d'ailleurs, mais en tout cas, ils se sont vraiment trouvés et depuis, dès qu'ils sont ensemble, ils se quittent pas. Alors bien sûr, ils se chamaillent, mais il y a beaucoup d'amour entre eux. Ils s'embrassent tout le temps, ils sont collés. Ils dorment ensemble. Ils font. C'est très touchant de voir ça. Et c'est très constructif aussi pour nous parce que ça nous conforte aussi dans cette histoire et dans le fait que on a quand même bien fait les choses pour l'instant, que tout se passe bien. Aujourd'hui, vous vivez tous les 4 ensemble? Ah non, Bertrand habite à Orléans, donc il fait les allers-retours un week-end sur 2 déjà pour récupérer son fils. Je travaille beaucoup sur Paris, donc je fais des allers-retours, donc je m'arrête à Orléans maintenant. Je fais des petites pauses à Orléans pour pouvoir le voir. Pour l'instant, c'est comme ça. On aimerait se retrouver tous les 4, voilà. Mais ça, c'est pas encore d'actualité. Oui, parce que ça fait à peine 1 an que vous êtes ensemble, hein, c'est ça, ouais. Au final. Au début, on se disait, c'est pas mal cette séparation, parce que effectivement, ça serait allé très 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 vite s'il avait été là. C'est-à-dire je pense qu'on serait tout de suite installés ensemble.
On avait en plus chacun une vie passée, donc avec nos blocages, avec nos histoires donc il y a des choses qui sont pas faciles à gérer et qu'on gère encore. Cette distance nous permet aussi de prendre le temps et d'avancer de manière constructive et de bien faire évoluer notre relation. Donc je pense qu'au final, cette période-là a été vraiment bénéfique, le fait de se retrouver. Et voilà. Bon, après, il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais on fera les choses pour y remédier. Mais j'aime bien cette idée, moi, de prendre son temps. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, oui, mais j'ai 40 ans et tout, mais sans doute, l'âge et l'accumulation d'expérience fait que c'est le genre de choses qu'on sait aussi savourer, temporiser et mesurer. Et c'est vrai qu'on ne prend pas les mêmes décisions à 20, 25 qu'aujourd'hui à 40, 45 sur nos engagements amoureux. Tu disais une chose au tout début, Marie-Aimée, tu disais parler du rôle modèle de tes parents et de l'image de couple et de famille heureuse, idéale dans laquelle tu avais grandi. Et j'ai l'impression que ça avait eu beaucoup d'importance dans l'image que tu avais de toi et sur ta vie sentimentale. Comment tu te sens par rapport à cette image-là aujourd'hui? Est-ce que ton rapport à cette image-là a changé? Est-ce que tu as l'impression de toucher du doigt ce que tu attendais ou est-ce que tu n'attends plus la même chose? Mon image a changé, c'est-à-dire que... Alors déjà, j'ai compris que... Et je pense que j'ai eu du mal à le comprendre toutes ces années, que je n'étais pas mes parents. Et que j'étais pas cette personne-là qui... avec ma personnalité, avec ma sensibilité, qu'en fait, ce couple-là que j'avais pour modèle, et c'est vrai que ça avait toujours été une pression pour moi de me dire il faut que je reproduise ce modèle, mais qu'en fait, non, et que c'était pas forcément en plus qui m'irait forcément pour moi, en fait. Ça, déjà, effectivement, ça m'a permis de l'accepter. Aujourd'hui, je me fais plus confiance sur ce que je vis et la manière dont on va créer les choses avec Bertrand, en me disant c'est mon modèle à moi. Voilà, on va créer un modèle, on va créer une famille, une famille qui sera différente de celle que j'ai connue. Maintenant, je l'accepte et j'ai envie de creuser sur ce modèle-là, sur et même la manière dont on vit avec Bertrand, dont on solutionne les problèmes ou... Je suis assez fière de ça, en fait. Je suis assez fière de comment on progresse, parce que ça, tout le monde le sait, mais c'est pas facile de faire un et d'être en couple. En fait, je suis assez fière de moi et rien que pour ça, et fière de nous surtout, de ce qu'on construit tous les deux. Et donc, rien que pour ça, voilà. Maintenant, c'est plus un sujet, le modèle de mes parents et cette pression, ça, je m'en ai plus. Voilà. Donc, ça, rien que pour ça, c'est bien. Quand tu repenses à ce premier message, à cette première déclaration et les événements qu'on suivi, le fait que comme tu disais, c'était pas le bon timing ou t'as pas répondu au deuxième message, mais t'allais quand même un peu le regarder de temps en temps. Et puis un soir, tu t'intéresses à ce message et tu te dis tiens, je vais y répondre sous l'impulsion du conseil d'une copine. Et puis le fait que vous vous rendiez compte ensuite que vous étiez croisés toute votre vie sans jamais vous rencontrer. Comment tu interprètes ça, toi? Quel regard tu portes sur la vie et sur ce destin ou ce hasard qui vous a réunis? Comment tu vois les choses? Je le prends comme une véritable chance. En fait, c'est vrai que tous les deux, parce que Bertrand me l'avait dit aussi, lui, il était séparé depuis 1 an quand il a reçu mon message, donc il y a 1 an. Et donc pour lui, c'était un bon timing aussi. Si j'avais répondu avant, il n'était pas disponible. Il n'avait pas été forcément disponible. Et je pense c'est une chance. Alors est-ce que c'est un signe? Je sais pas. En tout cas, je le prends comme une chance et comme un petit coup de pouce du destin, certainement. Et aussi parce que nous, on a bien voulu, on avait fait nos chemins aussi de notre côté. Et tout ça, c'est effectivement bien imbriqué. Après, même si c'est un signe, s'il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, ce qui importe, c'est ce qu'on en fait après. Donc, c'est ce que nous, on construit à partir justement de cette chance. Est-ce qu'on donne une chance justement à cette chance ou est-ce que ça s'arrête là? Et là, pour l'instant, et j'espère que ça va durer très très longtemps, voilà, on fait vraiment honneur à cette chance. Et je pense que c'est ça qui est important.
Ouais, donc pour toi, peu importe que ce soit le destin, la chance, le hasard. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de cette rencontre. C'est ce qu'on en fait. Je pense qu'au final, c'est le plus important. Est-ce que tu aurais, pour terminer, Marie-Aimée, un message à adresser à Bertrand? Pas vraiment, parce qu'il sait tout. Ça change. C'est encore un grand changement chez moi, c'est qu'on communique tellement, on se dit tellement les choses. J'ai jamais autant parlé, j'ai jamais autant exprimé mes ressentis, mon amour aussi. Enfin, rien que dans ma famille, il fallait pas dire je t'aime parce que ça faisait américain de dire je t'aime. Maintenant, je le dis souvent. Je le dis à mon fils, mais je le dis aussi à Bertrand. Et même si au début c'était compliqué, maintenant, je trouve qu'en fait, il a raison. C'est de le dire, Alors, il faut le montrer, effectivement, hein, c'est par les actes, mais de le dire, c'est aussi très important. Ça permet à l'autre d'évoluer en confiance. Et ça, je remercie pour ça, pour m'avoir permis de savoir dire les choses, et de savoir les exprimer. Et l'enregistrement avec toi, c'était aussi un moyen de le remercier et d'arriver à exprimer tout ce qui s'est passé et le remercier vraiment. Et voilà, et moi je chiale. Merci Marie-Aimée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way.